Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la marche de Toscane. Terme et entité poétique sans doute inconnus ou bien obscurs pour la plupart d'entre vous. Et c'est normal, ne vous inquiétez pas, on est là pour découvrir ce qu'est la marche de Toscane. Tout d'abord, la notion de marche, au sens médiéval, se réfère à des territoires frontaliers, souvent établis pour protéger les royaumes contre les invasions et les incursions, comme celui de Toscane, constitué pour protéger le royaume d'Italie. Ces zones, comme les marches en Espagne, les plus connues, ou en Toscane en Italie, avaient des caractéristiques particulières en termes d'organisation politique et militaire, que nous allons découvrir tout de suite ensemble, donc venez avec moi. Les marches ont été créées au cours du Haut Moyen-Âge, alors que les royaumes européens cherchaient à sécuriser leurs frontières face aux menaces extérieures, notamment les invasions normandes, sarrasines ou hongroises. Ces régions étaient souvent peuplées de populations diverses, leur gestion nécessitait une certaine autonomie. Les marches étaient généralement gouvernées par des nobles ou des comtes qui recevaient des pouvoirs spéciaux pour défendre les frontières. Ces dirigeants avaient souvent le droit de lever des troupes, de mener des guerres, tout en rendant des comptes au roi ou à un autre souverain. Les structures administratives étaient souvent plus flexibles que dans les régions intérieures, en raison de la nécessité d'une réponse rapide aux menaces. Les marches jouent un rôle clé dans la défense des royaumes. Elles servent de zone tampon permettant aux forces militaires de s'organiser avant de faire face à l'ennemi. De plus, elles pouvaient être des points de rassemblement pour des troupes et des ressources. La Toscane, par exemple, était stratégiquement située entre l'Italie du Nord et centrale, ce qui en faisait un enjeu important à travers les siècles. Après la conquête franque du royaume lombard, le duché de Toschi fut réorganisé en comté et en 781, il fut incorporé avec les autres anciens territoires lombards au Regnum Italocorum, confié à Pépin, fils de Charlemagne. Au fil des siècles, l'ancien nom de Toschi fut progressivement supplanté par le nouveau nom de Toscane. À l'époque carolingienne, l'oligarchie des ducs lombards du duché de Toschi fut remplacée par les comtes francs. Ainsi à Lucques, également le duc Alone fut remplacé par le comte Viceramo, lui-même remplacé par la dynastie bavaroise avec Boniface Ier, dont Boniface II fut le plus illustre représentant. Le comte, dès son ascension au pouvoir, dut affronter le danger des incursions sarrasines, qui, en 827, avaient débarqué en Sicile. La stratégie de Boniface fut très astucieuse. Au lieu d'attendre de nouvelles incursions, il fait route avec sa flotte du port de Pise vers l'Ifriqiya et attaque victorieusement les Sarrasins sur leur propre territoire. Suite à cette victoire, la tradition rapporte que Boniface, chargé de la protection de la Corse, construit le château à la pointe de l'île, d'où le nom de détroit Bocche di Bonifacio. Le danger des incursions musulmanes et la nécessité de transformer les villas en exploitations agricoles plus productives poussent les vassaux mineurs à rechercher la protection des comtes plus puissants, favorisant ainsi le processus de vassalisation des comtés. Ainsi furent formés deux grands comtés, le comté du Sud et le comté du Nord, comprenant la Marème de Pise, Lucques, Pise, Luni et la Corse, sous la domination des comtes de Lucques. Par la suite, l'un des centres politiques les mieux organisés émerge autour du noyau central de Lucques et de Pise. Dans des documents de 847, Adalbert Ier, son pouvoir s'étend au comté de Florence et de Fiesole. La formation de la marche touche ainsi à sa fin, bien que les territoires d'Arezzo, de Sienne, de Chiusi demeurent hors du contrôle du marquis de Lucques. Durant la période post-carolingienne qui débute avec le traité de Verdun en 843,
Les comtés et diocèses de Toscane, ayant échappé au contrôle du lointain empire déchiré par des conflits, tombent sous le contrôle de la cour ducale de Lucques, gouvernée par Adalbert II et Berthe de Lorraine. En 915, Béranger Ier fut couronné empereur par le pape Jean X. Son couronnement suscite l'opposition de Berthe, veuve d'Adalbert, qui entendait favoriser l'ascension au trône impérial de son premier fils, Hugues de Provence. Elle parvient à comploter une alliance de puissants seigneurs féodaux, comprenant, bien sûr, son fils, ses petits-fils, le duc de Spolète et le marquis d'Ivry. Le conflit armé entre la faction de Berthe et celle de Béranger eut lieu en 923 et se termine par la défaite de Béranger, qui fut ensuite assassiné l'année suivante. L'épreuve de force touche également le pape Jean X, qui, accusé d'avoir introduit des troupes hongroises en Italie, fut emprisonné et sauvagement tué. Après l'assassinat de Béranger et du pape, la même noblesse qui l'avait soutenu se range du côté d'Hugues de Provence, qui échange le titre de marquis de Provence contre Rodolphe de Bourgogne, qui devient à son tour roi d'Italie, couronné à Pavie en 926. Hugues espérait obtenir facilement le soutien de la faction toscane à Rome, ce qui lui permettrait d'obtenir la nomination impériale tant attendue. Mais son désir fut anéanti par l'opposition d'Albéric II. Le roi, retiré à Lucques, met en œuvre une profonde réforme institutionnelle, suivant sa politique centralisatrice, nommant vassaux et fonctionnaires de Toscane, non plus comme représentants du marquis, son frère, mais comme représentants de la cour royale. La nomination de fonctionnaires s'étend également aux villes de Pise, Florence et Sienne, soumises à son pouvoir. Malgré une politique centralisatrice, le règne du roi Hugues ne parvient pas à s'établir solidement en Toscane, ni même à étendre au-delà de ses frontières. Une nouvelle expansion eut lieu, cependant, lorsque son successeur, son fils Umberto, fut nommé margrave de Toscane en 936, et grâce à son mariage avec la duchesse de Spolète, il devient duc de Spolète et de Camiariano. Il fut également nommé comte palatin par l'empereur Othon Ier, représentant du roi en Italie centrale. Ses pouvoirs s'étendent au territoire de Sienne, Arenzo et de Città di Castello, territoire jusque-là resté hors du contrôle des margraves précédents. Au début des années 970, la direction du margravia fut reprise par Hugues II, partisan et fidèle de l'empereur Othon III. Partisan de la réforme ecclésiastique, il rencontre d'importantes personnalités religieuses. Selon la tradition, le marquis parvient à réunir d'importantes ressources financières pour investir dans un projet grandiose de construction de 7 abbayes impériales, généreusement dotées. Le projet, qui avait été lancé, ne fut pas achevé en raison de la mort subite du marquis en 1001. Le premier canossien à devenir margrave de Toscane fut Boniface IV de Toscane, anciennement Boniface III de Canossa. De son père, il hérite des comtés de Modène, Reggio, d'Émilie, Mantoue, Brescia et Ferrare. De sa mère, le contrôle de vastes domaines en Toscane, dont Florence, Lucques, Pise, Pistoia. Il débute sa carrière politique en 1014, en aidant l'empereur Henri II à déposer le roi d'Italie, que l'empereur n'avait pas reconnu. En 1027, Boniface soutient la candidature de Conrad II de Germanie à la couronne d'Italie et à la couronne impériale, contre d'autres prétendants. Conrad II entre en Italie mais trouve les portes closes à Lucques. Il dépose donc Ranieri de la charge de margrave de Toscane, cédant terre et titre à Boniface, qui proclame Mantoue capitale de son royaume. Mais la ville lui restant infidèle, ça pose un problème quand même. De ce second mariage avec Béatrice de Lorraine en 1037, vient au monde Mathilde. Boniface meurt en 1052 lors d'une partie de chasse. Alors, peut-être
il a été assassiné ou alors un simple accident. Les sources ne sont pas claires et on ne le saura probablement jamais. Sa femme se retrouve donc seule à la tête du royaume le plus puissant de l'époque et doit envisager presque immédiatement de se remarier avec Godefroy le Barbu, seigneur de Lorraine centrale et hostile à l'empereur. Ce dernier tente en vain d'empêcher le mariage afin de ne pas unir les terres de Godefroy à celles de la famille Canossa, déjà si vaste et si puissante. Mais cela ne fait que rapprocher la famille Canossa de la politique pontificale lors de la querelle des investitures. La mort de Godefroy en 1069 laisse Béatrice avec le seul soutien du pape. Même le mariage de sa fille, Mathilde, avec Godefroy le Bossu, ne contribue pas à aplanir les difficultés politiques. À partir de 1076, compte tenu de la mort quasi simultanée de son mari et de sa mère, Mathilde, âgée de 30 ans, était la seule souveraine incontestée de tous les territoires. Lors de la controverse des investitures, la politique de la soi-disante grande-duchesse tourne en faveur de la papauté, et elle épouse par la suite le duc Guelph de Bavière en 1089, déjà opposé à l'empereur Henri IV. Lorsqu'en 1115, Mathilde meurt sans laisser d'héritier direct, la maison de Canossa fut dispersée et partiellement éteinte. Son vaste territoire est dispersé. Certains châteaux restent aux mains des seigneurs locaux, d'autres aux descendants du grand-père de Mathilde, d'autres encore furent oubliés suite à la vacance du pouvoir ou simplement intégrés aux territoires pontificaux. Comme on l'a vu, la marche de Toscane, plus tard connue sous le nom de Magrivia de Toscane, était une division administrative existant de 797 à l'époque communale du royaume d'Italie, qui sera plus tard intégrée au Saint-Empire romain germanique, situé en Italie centrale, qui comprenait une grande partie de la Toscane actuelle, pour ensuite se transformer en une république indépendante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.